Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer par un rapide tour de présentation des différents intervenants d'aujourd'hui. Vous êtes dans le webinaire AMRAE, comment gérer l'urgence et redémarrer dès que possible dans le cadre de la crise du coronavirus Covid-19 que nous vivons tous. Donc on est en direct de nos différents domiciles et lieux de confinement. Moi, je m'appelle François Baume, je suis directeur des risques et des assurances du groupe Sonepar et je suis également vice-président de l'AMRAE. Je vais avoir le rôle de Monsieur Loyal et d'animateur de cette session. Et les intervenants d'aujourd'hui seront donc Benoît Vray, qui est l'ancien président de la commission intelligence économique et gestion de crise de l'AMRAE, et qui est également maître de conférences associé à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et il sera accompagné de Gérard Payen, Chief Risk Officer du groupe Renault et également membre du conseil d'administration de l'AMRAE. Pour les reconnaître, Gérard, c'est la personne en chemise blanche avec un fond d'écran psychédélique, et Benoît, c'est la personne en chemise noire, je pense, avec un fond d'écran, on va dire, classique. Voilà. Absolument. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc, bonjour à tous. Je suis en direct des studios de l'AMRAE, ce qui explique le fond. Voilà. Mais le fond est très bien choisi. Il fait ressortir l'intervenant. Bravo pour ce choix. Donc, on va sans plus attendre, je pense, commencer. On a une présentation à partager. Je crois que c'est Benoît qui est le maître Mais je suis de un la peu présentation. Dans la manœuvre, donc j'espère que tout le monde voit cette présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer tous les deux la voir déjà? Oui. Ok. Moi, je la vois. Donc, normalement, c'est bon, tout le monde la voit. Donc, cette présentation va être le fil rouge de l'intervention et des échanges entre tous les trois. Donc, Benoît, je te laisse la main. Ok, parfait. Bonjour à tous, on va faire une rapide introduction juste pour reposer le terme plan de continuité d'activité puis donner une définition. On va aller assez vite là-dessus. Un plan de continuité d'activité, normalement, c'est un document qui va permettre de reprendre son activité de façon concertée et selon une logique qui a été prédéterminée, afin de gagner en efficacité, en efficience, le jour où la crise permettra une reprise graduelle de l'activité. En fait, pour trouver une image très rapidement, c'est quand vous rentrez de chez Ikea et que vous avez devant vous une armoire ou un lit, vous avez tout un tas de pièces qui sont des pièces combinatoires que l'on peut combiner, mais il y a toujours deux solutions. Soit vous avez, j'allais dire, la notice de remontage du meuble et vous avez une probabilité raisonnable de pouvoir remonter le meuble dans les 2 jours. Soit vous avez égaré cette notice. Alors là, au mieux, ça sera 1 semaine ou 2 pour monter le lit. Et bien, c'est exactement ça, c'est la notice de remontage d'un meuble Ikea. Donc aujourd'hui, il y a 2 solutions. Il y a des gens qui ont un plan de continuité d'activité, des entreprises qui ont un plan de continuité d'activité, et donc là, elles savent, même s'il va falloir moduler quelques éléments, comment elles reprendront leur activité. Et puis, il y a les autres entreprises qui n'ont pas eu un travail préparatoire de réflexion, un travail d'anticipation, d'identification de ce qui est important, de ce qui est moins, dirons-nous. Et donc, ça risque d'être beaucoup plus problématique pour elles. Donc, le plan de continuité d'activité, c'est tout simplement l'organisation alternative que l'entreprise applique le temps de remédier à un événement perturbateur à l'origine de l'arrêt des processus. Alors, les plans de continuité, j'ai envie de dire, il y a 2 versions. Il y a le plan de continuité 1.0 et le plan de continuité d'activité 2.0. Alors, j'ai mis, mais ça c'était avant, tout simplement pour faire référence au premier plan de continuité d'activité où l'on postulait en fait que l'entreprise était un ensemble de ressources, alors ressources humaines, matérielles, informationnelles. Il y avait également des partenaires et des outils de production pour ceux qui fabriquent des biens. Et donc on postulait intellectuellement que l'une des ressources était indisponible ou était détruite. Et donc, on s'interrogeait intellectuellement en disant, il nous manque aujourd'hui notre bâtiment, comment pourrions-nous reprendre notre activité? Alors, je dis ça, c'était avant, parce que aujourd'hui, eh bien, on est face à des problématiques qui sont beaucoup plus complexes. Et donc,
Là où avant on postulait que l'environnement de l'entreprise pourrait lui apporter aide et secours, aujourd'hui on va postuler également qu'au-delà de l'absence de telle ou telle ressource de l'entreprise, eh bien, son environnement immédiat ne peut plus lui apporter l'assistance qu'une problématique traditionnelle de continuité d'activité permettait d'identifier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir aujourd'hui, quand on réfléchit sur les plans de continuité d'activité, et la pandémie en est l'incarnation, il va falloir que l'on prenne en compte l'environnement et également le facteur humain, puisque l'on va voir qu'il y a toute une dimension psychologique et comportementale qui doivent être inclus aujourd'hui dans les plans de continuité d'activité. Alors, CPCA 2.0. Au niveau de l'environnement, il faut qu'ils intègrent 3 éléments. Il faut effectivement que l'on parle d'approche réticulaire, c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui ne se limite plus à quelque chose de géographique, quelque chose de physique. L'entreprise ne se limite plus à ses portes. Donc, il va falloir effectivement identifier également les partenaires, notamment tout ce qui est supply chain, qui va permettre à l'entreprise de redémarrer son activité. Donc, une approche réticulaire, mettre l'entreprise dans un réseau d'acteurs plus étoffé. La deuxième chose, c'est une approche fractale, c'est-à-dire qu'il va falloir sécuriser l'entreprise aux différentes échelles, du local au global. Ce qu'on appelle l'approche fractale, c'est un invariant de forme, quel que soit l'objet, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde l'objet. On peut utiliser l'image aussi de poupée russe, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement mettre un plan de continuité d'activité à l'échelle locale, à l'échelle du quartier, à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et si possible internationale. Donc, il ne va plus falloir penser le plan de continuité d'activité à une seule échelle géographique, mais il va falloir faire quelque chose avec des échelles géographiques qui soient totalement différentes pour pouvoir prendre son secours. Si le périmètre géographique de la crise est étendu, eh bien, il va falloir que le secours soit capable de repartir en dehors de la surface géographique qui est impactée par la crise. Et puis, le dernier point qui découle des 2 précédents, c'est que là où nous avions auparavant une approche binaire, soit fonctionnement usuel de l'entreprise, soit fonctionnement dégradé, eh bien, aujourd'hui, on va avoir une approche qui est combinatoire, qui est graduelle, avec des outils qui sont également plus diversifiés. On n'a plus seulement la solution de la salle de repli, on a du télétravail, on a des fonctionnements alternatifs d'entreprise. Et donc, là où on avait une approche binaire, maintenant, on a une approche matricielle. Et puis, le dernier point, c'est également impliquer les managers de proximité, puisque cette approche sera graduelle. Ça, c'était pour la prise en compte de l'environnement qui nous importe aujourd'hui, puisque l'environnement de l'entreprise est également impacté par cette pandémie. Le deuxième point, c'est tout simplement aujourd'hui, il faut intégrer aussi toute la dimension humaine, toute la dimension psychologique, parce que le salarié qui va être impacté, c'est également l'individu. L'individu, il a une famille, il a une femme, il a un mari, il a des enfants. Et donc aujourd'hui, si vous voulez que vos salariés reviennent travailler, il va falloir leur apporter la sécurité et il va falloir également, le cas échéant, dans certains cas, il va falloir sécuriser toute la sphère familiale. C'est-à-dire qu'en gros, je prendrai un exemple qui est un peu différent, mais qui est celui de la crue de Seine. Si un salarié accepte de venir travailler pour vous le jour où il y a une crue de Seine, il va falloir prendre en charge sa famille et peut-être, j'allais dire, exfiltrer ou du moins relocaliser sa famille chez une tata en province ou quelque chose comme ça. Donc, il va falloir également prendre en compte le fait que votre salarié est un individu et cet individu, eh bien, il a des liens familiaux et donc il va falloir sans doute que l'entreprise prenne de plus en plus en compte toute la sphère familiale de l'individu si l'individu doit venir travailler et doit être attentif à ce qu'il doit faire. Voilà. Et un dernier point sur l'humain, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on a des plans de continuité d'activité à l'échelle des entreprises, mais les éléments constitutifs, les salariés ne sont pas, eux, résilients. Je prends juste un exemple et j'arrête là. Une préconisation de l'OMS préconise que toute population dans un rayon de 200 km autour d'une centrale nucléaire soit en capacité de connaître les premiers gestes de secours et les premiers
gestes de sauvegarde. Donc, si on applique cette préconisation à l'échelle française, l'ensemble de la population devrait connaître les premiers gestes de secours et de sauvegarde en cas d'incident nucléaire. Je vous pose la question, alors vous ne pouvez pas répondre, mais par le jeu des questions-réponses, certains vont peut-être s'y essayer à l'issue de la présentation. Mais donc, il faut absolument que chacun d'entre nous prenions notre part de responsabilité quant à notre auto-résilience. Alors, là, c'est un tout petit tableau, ce qui se passait avant, avec des approches plutôt par scénario ou par scénario, et puis aujourd'hui, ce que l'on fait. Alors, auparavant, effectivement, on se fondait plutôt sur l'origine et la cause de la menace en échafaudant des scénarios, mais on voit bien que le scénario qui est préconceptualisé en amont n'est jamais le film que la crise nous impose. Et à ce titre-là, il a fallu effectivement faire évoluer la méthodologie. Et aujourd'hui, on se positionne plutôt sur l'impact des conséquences de l'indisponibilité des ressources. En gros, peu importe que mon entrepôt soit détruit par le feu ou par l'eau, la conséquence, c'est que j'aurai une indisponibilité de cet entrepôt. Et donc, on cherche de moins en moins à probabiliser des risques en termes de continuité d'activité, puisque ça, c'est plutôt du domaine de la cartographie des risques. Mais aujourd'hui, on a une approche déterministe qui dit telle et telle ressource dans mon entreprise est indisponible. Comment puis-je faire différemment et où ailleurs? Voilà les deux questions. Gérard, je te laisse la main pour préciser un petit peu mon propos qui était général et méthodologique. Voilà, merci Benoît. Alors un point qui est un point important, hein, parmi tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous ne disposent pas nécessairement d'un plan de continuité construit selon les principes que Benoît vient d'évoquer. On passera après quelques messages. On va passer donc à un document qui vise à rendre très opérationnel les différentes dimensions qui ont été évoquées, tant dans la partie réaction immédiate que dans la partie moyen terme et puis la partie long terme. Simplement, donc, pour un petit peu revenir sur certains des points qui ont été évoqués, il y en a 4. Il y a 4 sujets que je souhaite souligner. Le premier, c'est, Benoît l'a dit et je me permets d'ajouter encore à ça, la dimension humaine est absolument capitale. Sans les femmes et les hommes qui travaillent dans l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, et sans leur mobilisation, il n'y a pas de continuité ou de reprise d'activité qui est possible. Les conditions, on le voit dans la crise actuelle, sont particulièrement adverses entre les menaces sur la santé, et quand je dis menaces, éventuellement la détérioration de la santé, soit des collaborateurs, soit de leurs proches, le confinement, qui est également une contrainte qui peut conduire à des psychologies particulières, le fait d'avoir éventuellement des enfants qui n'ont plus d'école, en particulier en ce moment pour une partie du pays avec les congés scolaires, des craintes aussi, plus ou moins exprimées sur l'emploi ou la rémunération. Donc, la dimension humaine est capitale. On y reviendra en parcourant le document qui sera ensuite mis en ligne. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, on peut tous se dire qu'on devrait déjà disposer d'un plan complet, exhaustif, et qui couvre l'ensemble à la fois de la crise et de la reprise d'activité. Ce serait clairement illusoire. Et il faut se convaincre que le plan, on va le construire, l'adapter, l'aménager au fur et à mesure. Ce qui est important, ce sont les principes. Et c'est surtout là-dessus qu'on va ensuite insister. Le troisième sujet, c'est de garder une vision globale de la crise et de son évolution, parce que beaucoup de choses sont en train de changer chaque jour. On le voit dans les fils d'actualité, que ça soit à la maille du pays ou même des régions, ou à l'échelle internationale, avec chaque jour un pays qui exprime des difficultés nouvelles, comme l'Indonésie aujourd'hui par exemple, qui rentre dans une nouvelle phase de la crise. Ça va conduire aussi à une évolution de la reprise de la demande commerciale qui, chaque jour, on voit tend à se façonner un petit peu différemment.
Donc, restez les yeux ouverts et essayez en permanence de voir quelles sont les tendances qui bougent, sans pour autant nier le dernier point, le quatrième point. Là encore, pas de culpabilité. Vous ne savez pas comment cette crise pandémique va évoluer. Je pense qu'on peut affirmer que personne ne le sait. Donc, il n'y a pas parmi nous des gens qui seraient en retard sur la compréhension de la crise ou en avance. On découvre tous progressivement comment ça évolue. Il ne faut pas chercher, en fait, avant tout à savoir comment la pandémie va évoluer, mais comme l'a dit Benoît, il faut se concentrer sur les indisponibilités de ressources, pas sur les causes. On n'est pas en train de chercher à analyser les racines de la matérialisation du risque pandémique, mais on parle bien de gérer la crise, donc les conséquences, et de reprendre l'activité avec les contraintes qu'on a sur la disponibilité des ressources. Voilà, je vous propose qu'ensemble, donc avec Benoît, on vous fasse parcourir le document qui sera en ligne sur le site de l'AMRAE. Oui, François, je me permets juste d'intervenir. C'est un document qu'on avait déjà mis en ligne il y a 15 jours dans une forme un peu moins évoluée et qu'on va mettre en ligne postérieurement à ce webinaire dans la forme révisée que vous avez sous les yeux. Donc ceux qui l'avaient déjà téléchargé pourront venir chercher la version mise à jour. Voilà, donc ça c'est la version revue, corrigée, enrichie, qui n'est pas forcément la version ultime. Évidemment, elle pourra encore éventuellement évoluer. C'est un travail collectif qui a été partagé aussi avec des tiers à l'AMRAE. Voilà, et qui est construit donc en 3 parties. Agir dans l'immédiat, le moyen terme et le long terme. Sur la partie agir dans l'immédiat, le premier sujet, on y revient, c'est ressources humaines et communication. Et dans les points qu'on peut mettre en exergue, on ne va pas lire tout le document. Alors, je ne sais pas combien parmi vous sont seulement au téléphone. Donc, on va essayer quand même de vous faire partager l'essentiel du contenu. Mais si on lit tout, on va consommer l'ensemble de la durée sans pouvoir partager de questions et de réponses à la fin. Donc, dans les points clés, on l'a dit, prendre soin des salariés, de leur sécurité, donc sur le lieu de travail, et ça passe de l'entrée du site jusqu'à la sortie du site. Ça peut passer par des vestiaires, le poste de travail, la restauration collective. Donc, prendre en compte le parcours du salarié, ça c'est la première chose. Ne pas oublier, comme on l'a dit, donc la dimension familiale et environnement personnel des salariés. Sous un deuxième point qu'on souhaite souligner, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, donc l'ancien document unique. Alors, c'est une obligation légale, mais c'est aussi une aide précieuse pour bien recenser les dispositions qu'on met en place. Dans un partage aussi qu'on va faire avec les représentants des salariés. Et ça s'inscrit dans le dernier point qui est cité dans cette dimension sur le document, qui est la communication régulière aussi complète que possible auprès des salariés, auprès des parties prenantes, donc les clients ou les fournisseurs qui viennent sur le site, les sous-traitants qui peuvent y travailler, les partenaires. Donc, des dispositions, de la communication sur les dispositions. Et puis, un autre point qu'on souligne, c'est l'adaptation globale à la situation en termes de travail à distance. Donc, on reviendra sur le sujet sécurité informatique, mais il y a évidemment une mise à disposition d'outils adéquats. Et puis, un point important qui est de ne pas perdre de vue, de ne pas perdre le contact, faute d'avoir la vue, avec les salariés qui télétravaillent. On voit bien la responsabilité, le rôle de l'entreprise dans l'équilibre des salariés. C'est un point auquel il faut veiller, donc prévoir éventuellement des contacts fréquents avec les salariés qui sont à distance.
Voilà, dans les points importants. Benoît, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur cette partie? Non, c'est très clair. Bah, sur le télétravail, au-delà de la dimension technique, il y a bien évidemment la dimension juridique avec un avenant au contrat du travail. Donc ça, je pense que maintenant c'est très connu, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, quand on pensait télétravail, on pensait avant tout à la contrainte technique. Or, cette contrainte technique s'accompagne, je ne sais pas s'il faut dire d'une contrainte en droit du travail, mais du moins d'un accompagnement dans cette dimension-là, puisqu'il faut un avenant au contrat du travail. Et puis, oui, tu as parlé du document unique. Non, sur la ressource humaine et communication, je pense qu'on a fait le tour et qu'on aura peut-être des questions là-dessus. En fait, on a déjà une question. Oui, alors vas-y, François. On a une question en fait sur les masques en fait, notamment les équipements de protection individuelle de manière générale et plus spécifiquement les masques. Comment résoudre la contradiction entre la nécessité de prendre soin des salariés et le fait que certains de ces équipements de protection individuelle ne sont pas disponibles, l'État ayant entre guillemets réquisitionné les masques pour les usages médicaux et pas des usages industriels ou autres. Ok. Oui, alors on va peut-être prendre les questions et en tout cas de partager les réponses à la fin de la présentation. Ok. Ouais. Ça sera peut-être plus facile à suivre pour. Ok. Ok, mais on la garde. On la garde en tout cas. Ok, elle est notée. Je continue avec tout ce qui est juridique et assurance, donc juridique au sens très très large, puisqu'effectivement c'est suivre et relayer les prescriptions des institutions. Alors cette crise a quelque chose de très particulier quand même, une spécificité, dans le sens où certaines activités ont été stoppées par décret de l'État, et donc cette crise a quand même une spécificité certaine, c'est une première depuis très très longtemps, c'est que le pilotage stratégique de l'entreprise a été préempté par l'État, puisque certains secteurs d'activité comme le tourisme, par exemple, ont reçu l'injonction d'État de fermer, leurs portes et de ne plus accueillir du public. Donc l'État met un petit peu les entrepreneurs, ou du moins certains secteurs d'activité, dans un système de contraintes sans précédent, où à la fois l'État leur assure de leur garder la tête en dehors de l'eau, en faisant des reports de charges et en assurant des prêts, en garantissant ces prêts. Et puis, d'un autre côté, effectivement, les entreprises ont reçu injonction de l'État de garder porte close. Quoi qu'il en soit, il faut suivre et relayer et entretenir des liens avec les institutions aux différentes échelles, là également. Donc, ça peut être au niveau de la préfecture, au niveau de la directe, au niveau des régions, et puis au travers aussi de ces fédérations professionnelles, et bien garder un contact avec son ministère de tutelle. Donc ça, c'est un premier track, c'est un premier axe de réflexion. Ensuite, le deuxième point, c'est par rapport au contrat. Donc là, il est très difficile d'avoir un discours générique, puisqu'on est dans de la relation contractuelle, que là, si j'ose dire, on va s'arranger de gré à gré en fonction, d'une part, de ce qui est marqué dans le contrat, et puis en fonction, j'allais dire, des intérêts des uns et des autres, et puisque, effectivement, un jour ou l'autre, si j'ose dire, l'économie va reprendre, et donc s'il y a eu des tensions entre vous, vos prestataires, vos clients, eh bien les stigmates de la crise perdureront au-delà de la période de crise elle-même. Donc il y a sans doute de la souplesse à trouver quant à la gestion des contrats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser et qui doit remonter au plus haut niveau du pilotage stratégique de l'entreprise. Et puis, au-delà de tout ça, effectivement, vérifier les délégations de pouvoir et de responsabilité. Ça, c'est plutôt un point d'attention quand on a des personnels qui sont dits critiques ou qui n'ont pas de backup de par leur fonction ou de par la délégation de pouvoir qu'ils ont reçue. Donc, faire attention à cela, essayer de voir comment on peut trouver des suppléants et comment on peut, j'allais dire, staffer certaines fonctions qui seraient sensibles. Puis le dernier point, c'est effectivement rester en contact avec son courtier et son assureur. Gérard, des compléments par rapport à tout ça? Non, pas de point particulier. Je pense que
C'était clair et complet. Le lien avec les autorités, je pense que c'est un sujet. On n'est pas revenu sur la façon dont on constituait une cellule de crise, mais c'est un point extrêmement important. On a dit le lien avec les ressources humaines de l'entreprise, le lien avec les autorités et les parties prenantes, c'est aussi un sujet extrêmement important. D'une part pour avoir de l'information, mais aussi pour en communiquer et pour aider finalement les autorités, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, à prendre des décisions en étant informées de la réalité du terrain. Je pense que c'est extrêmement important. Je continue. Clac. Enfin, tu continues, Gérard. Sur opérationnel et supply chain, je te laisse la parole. Voilà, donc la dimension opérationnelle et supply chain, très simplement, donc sur les sites qu'on va mobiliser très prochainement, il faut d'une part en assurer la continuité de maintenance et puis également les rendre compatibles avec les exigences particulières qui sont liées à la crise, en particulier donc de la désinfection des postes de travail ou des environnements de travail. On a parlé tout à l'heure donc des conditions de travail des opérateurs, y compris les salles de restauration collective. C'est évidemment un sujet extrêmement important. Pour les bâtiments que vous n'utilisez pas, un point important, est-ce que ce sont ou pas des solutions de repli éventuelles pour certaines opérations? À titre d'exemple, la distanciation qu'on met en place entre les opérateurs sur certains sites peut rendre des parties de bâtiments un peu, entre guillemets, un peu trop étroites et nécessiter d'étendre des opérations, par exemple des opérations de manutention d'entrée-sortie, peut nécessiter de les déporter dans un bâtiment qu'on n'utiliserait pas normalement. Donc pensez à ça. Et pour les bâtiments qu'on ne va pas du tout utiliser, une recommandation qui a été faite par les autorités, c'est de veiller à la sécurité des sites, étant donné le constat qui est fait qu'un certain nombre de cambriolages ou d'actions malveillantes peuvent être commis contre des sites qui sont perçus comme étant à l'abandon en cette période de crise. Donc ça, c'est un point important. Et puis, sur le plan de la supply chain, évidemment, c'est le moment de bien cartographier ces flux, de bien examiner les disponibilités et les indisponibilités de fournisseurs, quels qu'ils soient, pas seulement des fournisseurs de composants matériels, mais aussi des fournisseurs de services, en particulier de services de transport, par exemple. Et à partir de là, pour les différents scénarios de reprise, donc la hauteur de reprise de production, bien identifier les éventuels goulots d'étranglement qu'on peut avoir sur la disponibilité de l'ensemble de ces ressources. Ça, c'est un travail à faire de façon assez systématique dès maintenant. Voilà, et je crois que sur la partie opérationnelle, supply chain, c'est tout pour moi. Benoît? Non, bah c'est OK. Je vais accélérer un tout petit peu parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Sur l'IT, j'ai envie de dire qu'il convient effectivement de garder un œil là-dessus, notamment en termes cyber-risque et de cyberattaque. Je ne fais pas un développement spécifique parce que je crois que François, il y a un webinaire la semaine prochaine sur cette problématique. Exactement, il y a un webinaire qui est en cours d'organisation, dont vous serez informé des dates la semaine prochaine, plus ou moins à la même heure, dans une semaine, donc jeudi prochain. Donc on fait durer le suspense sur ce point-là et on passe au suivant. Exactement, et il y aura l'ANSSI qui interviendra lors de ce webinaire. Ok. Merci. Gérard, tu veux la main ou je parle très rapidement sur la dimension financière? Effectivement, c'est une crise qui va tirer sur les lignes de trésorerie. Donc là, il va falloir retravailler tout son plan budgétaire, tout son plan comptable de l'année et de l'année prochaine. Dialoguer également avec son ministère de tutelle, sa fédération professionnelle, l'administration fiscale. Pour les reports de charges, pour les prêts, c'est un dialogue avec les banques
Même si l'État a garanti les prêts, j'ai cru comprendre que certains banquiers étaient plus ou moins réfractaires sur le réaménagement de certains prêts. Donc tout ça doit être vérifié. Les difficultés, si vous en avez, doivent être remontées aux fédérations professionnelles pour que ces fédérations professionnelles, à leur tour, le remontent au ministère de tutelle et entament un dialogue constructif avec le ministère de tutelle. Voilà. Voilà, il y avait en complément, il y avait un webinaire en début d'après-midi organisé par BPI France. Si quelqu'un parmi les participants a participé à ce webinaire et veut nous donner quelques éléments en retour pendant la séance de questions, je pense que ça peut être intéressant. C'était exactement le sujet qui devait être abordé. Je n'ai pas participé. Donc, voilà, je propose… On passe à préparer le moyen terme, je te laisse la parole. Voilà, qu'on passe au moyen terme. Donc sur le moyen terme, là encore, hein, l'organisation est en plusieurs dimensions. Le premier sujet, c'est le sujet commercial. La grande question, évidemment, c'est la façon dont la demande commerciale va reprendre. Il n'y a pas de modèle tout prêt. On peut observer, certains d'entre vous le font sans doute, on peut observer ce qui se passe par exemple dès aujourd'hui en Chine, où on a vu que sur certains biens de consommation, il y avait eu une envolée de la demande pendant quelques jours qui est en train de se calmer, et que sur d'autres, en particulier sur le commerce de détail, sur certains segments de commerce de détail, la reprise est extrêmement lente parce que les gens vivent encore dans le confinement, et sur des achats discrétionnaires non prioritaires, comme peuvent l'être par exemple le luxe, il y a clairement encore du différement d'achat. Donc, essayez d'anticiper au mieux cette reprise qui peut prendre des typologies différentes. Et puis aussi, ça peut être une période d'opportunité. Ce changement en fait de la géographie des marchés peut être une période d'opportunité pour identifier de nouveaux débouchés, voire de nouvelles adaptations de produits. Et puis également, on a parlé de supply chain tout à l'heure rapidement, et puis également de monter en puissance de certains fournisseurs découverts à l'occasion de la gestion de crise. Donc c'est une partie dans laquelle je pense qu'il faut rester ouvert à beaucoup de choses pour faire face à un niveau d'incertitude qui va rester élevé pendant longtemps. Voilà pour, je pense qu'on peut dire sur la partie commerciale. Ouais. Sur la partie symbolique et psychologique, effectivement, il faudra monter l'exemple et remercier les salariés, les partenaires, les clients, lorsqu'on commencera à faire le bilan de tout cela, lorsqu'on ressortira de cette phase aiguë de la crise. Effectivement, il faudra, comme tu l'as dit Gérard, actualiser son document unique, à la fois et donc actualiser le risque, identifier des plans de traitement à la fois dans la sphère physique, c'est-à-dire avec des mesures barrières, des masques et des choses comme ça, mais également dans la sphère psychologique, puisque ce document unique a deux volets, un sur des risques physiques, un sur les risques psychosociaux. La pandémie expose le salarié sur chacun de ces deux volets, à la fois physique, donc des mesures barrières, et sur les risques psychosociaux, donc entretenir un dialogue avec les salariés et mettre en place des cellules d'écoute. Être très vigilant sur les deux cas de figure qui vont s'offrir à vous, c'est-à-dire d'une part les salariés qui ont travaillé et ceux qui ont été arrêtés ou ceux qui ont été en télétravail. Faire attention qu'il n'y ait pas une fracture entre ces deux types de population, entre ceux qui étaient au front, si j'ose dire, et ceux qui étaient plutôt un peu plus en arrière, un peu plus couverts, un peu moins exposés. Donc faire attention pour que régénérer de l'union sacrée autour de la problématique et éviter que des fractures ne se créent entre les différentes équipes en fonction des modalités de travail pendant la crise.
Et puis également pour vos clients, si vous recevez des clients, si vous recevez du personnel, si vous recevez des visiteurs sur vos sites, bien communiquer sur le fait que à la fois vos produits sont sûrs, que vos services ont intégré cette problématique de pandémie. Et si vous recevez vraiment du public, il va falloir également prouver à ce public que s'il se déplace, ils ne seront exposés à aucun risque. Je pense au supermarché, je pense au parc de loisirs ou des choses comme ça. Gérard, en complément par rapport à ça? Oui, sur ce dernier point, on peut l'étendre aussi à l'ensemble de la chaîne logistique, en particulier aux transporteurs, donc qui viennent livrer ou emporter des marchandises. Il est important de prévoir de les accueillir dans des conditions qui les rassurent, parce qu'eux aussi, ils sont exposés en différents endroits à des contextes dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc prévoir de les informer et de prendre des dispositions qui à la fois les protègent, mais protègent aussi l'entreprise de façon très lisible. Donc des gestes barrières, des conditions d'accueil. Voilà. Comme pour les clients finalement, traiter ces parties prenantes aussi, avec autant de soins et de vigilance qu'on traite ses collaborateurs. Et on passe sur le long terme. Je te laisse en parler. Avec plaisir. Alors le long terme, donc la dimension principale, bien sûr, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est se dire que il y aura sans doute, sous une forme ou sous une autre, il y aura un nouvel épisode de ce type-là. Alors des pandémies, il y en a régulièrement, on ne va pas toutes les citer, mais vous vous souvenez pour beaucoup d'entre vous sans doute du SRAS d'il y a un peu plus de 15 ans ou du H1N1 plus récent, et il y en a eu un certain nombre d'autres qui généralement donc se déroulent selon des scénarios qui sont assez différents. Et j'espère que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on se dit finalement ce qu'on a appris avec ces différents épisodes nous a permis d'être mieux préparés et que après le long épisode Covid-19, on sera encore mieux préparé pour la fois d'après. Donc se préparer, capitaliser et à une prochaine fois en prenant le temps de tirer les leçons de ce qui a bien marché et de ce qui a moins bien marché, qu'on aurait pu améliorer, tout en se disant aussi que les entreprises évoluent et donc on mettra à jour de nouvelles vulnérabilités au fur et à mesure qu'on avance et qu'on en a traité sans le savoir. Je prends juste un exemple, le travail à distance, donc le télétravail, qui est devenu progressivement, qui s'est mis en place dans beaucoup d'entreprises et qui a permis de gérer de façon plus facile la nécessité du confinement et la distanciation. Bon, je ne vais pas parler de cartographie des risques très longuement parce que clairement, un certain nombre d'éléments vont conduire à une mise à jour de la cartographie des risques, en particulier des risques à moyen terme. C'est aussi une opportunité, au-delà de la cartographie et du retour d'expérience, de renforcer la culture du risque et de la gestion de crise dans l'entreprise. Parce que finalement, c'est un des meilleurs éléments de résilience qu'on peut offrir. Avoir une entreprise qui a la compréhension et un peu de pratique de gestion de crise et de compréhension des risques, ça aide finalement à mobiliser les gens, ça évite des effets de sidération quand la crise survient. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement majeur. Et puis un point dont on ne va pas forcément discuter énormément aujourd'hui, mais qui est un point dont on reparlera, c'est évidemment ce que cette crise va amener comme changement profond, ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Accélérer peut-être le recours au travail à distance, changer la façon dont on conçoit ou dont on fait les arbitrages sur les chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'on va essayer de faire plus court? Est-ce qu'on va développer de nouveaux paradigmes sur les chaînes d'approvisionnement? Comment on regarde les impacts que peut avoir la neutralisation d'une partie du monde occidental en particulier sur la pollution?
voilà, ça amène à reposer un certain nombre de questions et ça va amener à décider des changements sans doute beaucoup plus facilement qu'on aurait pu le faire. Voilà. Donc ça, c'est une étape il faut engager la réflexion dès maintenant et se dire qu'on aura, à un moment ou un autre, quand on va sortir de la phase du pic de la crise, on aura sans aucun doute à prendre des décisions de changement. Voilà. Conclusion. Voilà. Je repasse la parole à Benoît donc pour Très rapidement, on peut le commenter tous les deux, hein, Gérard. Le PCA, en fait, est constitué de 3 sphères. Alors, celle qui tombe sous le sens, si j'ose dire, qui est le plus couramment usité, c'est toute cette sphère documentaire. Attention à la sphère matérielle et logistique, on le voit aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui on est en déficit de masques, l'accès aux solutions hydroalcooliques est un peu compliqué également. Donc il y a un point de vigilance sur tout ce qui est matériel et logistique. Et puis quelque chose qui fait défaut, comme tu le disais Gérard, c'est tout ce qui est culture d'entreprise, mais à l'échelle des collaborateurs, à l'échelle des individus. Il va falloir faire de ces individus, si je veux dire, des petits commandos, dans le sens où il va falloir les sensibiliser au fait qu'il faudra qu'ils se dépatouillent demain dans leur sphère familiale et dans leur sphère professionnelle pour être autonomes et pour être auto-résilients. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le chantier qui reste à mener. C'est préparez-vous à être prêt. Et quand je dis préparez-vous à être prêt, il faut commencer à notre échelle, à l'échelle de chacun d'entre nous. Il faut déjà s'interroger comment la prochaine fois je serai plus résilient et comment j'impacterai le moins possible par mes actes la stabilité de l'édifice commun, à savoir l'État et, si possible, l'entreprise. Ok, merci à tous les deux, c'est très clair. Alors, cette discussion va se poursuivre avec une séance de questions. On a déjà plusieurs questions que j'ai récoltées. Donc, il y a une première question, on reviendra tout à l'heure sur celle des masques, mais dans l'ordre un peu de ouais, François, peut-être, oui, juste un point peut-être avant de passer aux questions. Parmi les participants, nous pouvons en saluer un en particulier qui est Vazrik Minassian d'Adenium, donc qui est un spécialiste de la continuité d'activité et de la certification de continuité d'activité, voilà, qui pourra nous assister aussi dans la réponse aux questions. Parfait, effectivement. Bonjour Vazrik. Du coup, une première question en fait qui a trait à la priorisation en fait de toutes ces actions. Au-delà on a vu que la matrice que vous avez décrite est structurée autour de 3 temps, le temps immédiat, le temps un peu plus moyen terme et puis le long terme et le futur. Mais à l'intérieur des différentes dimensions qui composent ces temporalités, les actions sont-elles plus ou moins prioritaires? Certaines sont-elles à prendre avant les autres? Juste en première réaction, je laisserai Benoît compléter. En première réaction, je pense que la priorité, c'est la dimension humaine. C'est le premier sujet à regarder parce que, on l'a dit, sans la disponibilité des hommes et des femmes de l'entreprise, de toute façon, on ne fera rien. Donc le premier, si je devais définir une priorité, voilà, sans hésiter, la dimension humaine. Oui, Gérard a totalement raison. Et au-delà de cette dimension humaine, ensuite, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un canevas qui soit généraliste, qui s'adapte à l'ensemble des problématiques de l'ensemble des entreprises. Et à ce titre-là, ensuite, ça ressemble plutôt à une liste à l'après-vert. C'est à vous d'identifier des délai d'interruption maximale admissible. Là, ça serait des délais de reprise, c'est-à-dire que c'est à vous de faire un rétro-planning à partir de la date à laquelle vous supposez être réouvert ou recommencer. Et puis, à l'inverse d'un plan de continuité d'activité qui identifie des périodes d'interruption possibles, là, à partir de cette date butoir, celle de la réouverture de votre activité, d'une de vos activités, eh bien, c'est à vous d'essayer de structurer, j'allais dire en rétro-pédalant, en remontant le temps, à partir de quelle date il conviendrait de restaffer, de remettre des ressources humaines sur tel ou tel processus de l'entreprise
ou de remettre des ressources matérielles ou des choses comme ça. Donc, non, c'est une liste à l'après-vert. Nous ne pouvions pas descendre plus en deçà dans le détail et c'est la raison pour laquelle les bullet points restent assez généralistes et assez macro. Merci. Donc pour aller plus loin en fait sur cette problématique liée aux ressources humaines et aux hommes, on peut revenir sur la question des masques qui était en synthèse de comment concilier l'injonction de prendre soin de ses salariés, alors même que sur la question des masques, l'État a réquisitionné la plupart des masques jusqu'à présent. Ouais, ça, c'est une question un petit peu difficile parce que je ne suis pas sûr. Alors, en tout cas en France, je ne suis pas sûr que toutes les entreprises soient sur un pied d'égalité en matière de disponibilité de masques. Donc, c'est un peu difficile de formuler une réponse générale. Certaines entreprises disposent de masques et sont actuellement ont repris certaines de leurs activités et d'autres n'en ont pas. Notamment oui, clairement, c'est une injonction qui est un peu paradoxale dans le sens où l'État dit qu'il faut retourner travailler, mais qui n'est pas en capacité de fournir la sécurité des employés. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, Gérard nous parlait d'une des solutions qui était de déconcentrer la densité d'employés dans des locaux ou des choses comme ça. Je crois qu'effectivement, il faut faire très attention parce que la responsabilité pénale du dirigeant pourrait être recherchée si l'aventure des salariés était contaminée dans les locaux. Donc, il faut absolument, quoi qu'il advienne, respecter à la fois la distanciation sociale et, si possible, avoir des solutions barrières avec du gel et des choses comme ça. Mais il n'y a pas de réponse définitive à cette question puisque c'est l'une des questions un peu polémiques, justement, qui font la spécificité de cette crise. Merci. Il y a une question aussi, mais plus juridique, à laquelle on ne va pas pouvoir apporter de réponse en direct, c'est qui concerne l'avenant au contrat de travail pour le télétravail. Est-ce qu'il est obligatoire malgré les décrets récemment passés? Je vous invite à vous rapporter à la cellule de veille Covid-19, cellule de crise en ligne qui est disponible sur le site AMRE, dans lequel tous les décrets et certains documents d'analyse et d'explication de ces décrets, y compris les décrets relatifs au droit du travail, sont disponibles. Ni Gérard, ni Benoît, ni moi-même ne sommes des juristes émérites, surtout en ce qui concerne le droit du travail, donc on ne pourra pas répondre de manière dense à cette question. Par contre, les réponses sont probablement disponibles sur le site AMRE dans la cellule de crise en ligne. Oui, puis au-delà, il y a normalement quelqu'un dans l'entreprise qui s'occupe du droit du travail, soit au niveau RH, soit au niveau juridique. Voilà, et puis un point que j'ajoute, c'est que hier encore, de nouveaux textes sont sortis, donc décrets et ordonnances. Donc ça nécessite un suivi extrêmement serré parce que les dispositions sont prises au fur et à mesure. Donc sur le point effectivement du télétravail, je crois que le point a été largement traité il y a déjà 2 semaines, mais effectivement c'est un sujet de spécialiste. Donc voilà. Alors, une question sur un sujet plus pratique et une thématique autour du retour d'expérience. Une question générale sur est-ce qu'il existe ou est-ce que nous disposons d'une méthodologie de retour d'expérience particulièrement adaptée à ce cas de pandémie. Ça, c'est l'aspect général. Et après, des aspects un peu plus particuliers avec une question autour des bonnes pratiques qu'on pourrait avoir récoltées concernant la gestion, distribution, collecte du courrier des colis, sachant que les sites qui reçoivent ces différents envois sont fermés, que la poste fonctionne en mode dégradé. Est-ce qu'on a à disposition des bonnes pratiques sur cette thématique-là? Alors, vas-y Gérard, je te laisse. Sur la méthodologie de retour d'expérience, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une méthodologie spécifique. Alors, il y a des outils effectivement qui permettent. C'est Vazrik qui parle. Oui, bonjour, bonjour Gérard, bonjour Benoît. Effectivement, il existe des outils qui permettent de bâtir des retours d'expérience.
Alors, évidemment, comme vous l'avez à juste titre précisé, l'aspect social, l'aspect sociétal nécessite de faire un focus sur ces aspects-là, sur les conditions de travail, à pouvoir à la fois gérer ces contraintes familiales et professionnelles, voir comment elles sont compatibles ou pas, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent effectivement accepter le télétravail, d'autres non, et les conditions de travail, l'environnement, comme tu le disais Benoît, est important au sein de la sphère personnelle pour permettre de travailler efficacement. Ensuite, il y a les aspects des outils. Quels sont les outils qu'on a à disposition pour maintenir le lien entre les collaborateurs? Tout le monde n'a pas forcément des réseaux sociaux d'entreprise ni des outils de téléconférence, donc on doit vérifier ces aspects-là. Ensuite, il y a certaines personnes qui ont quitté des zones qui étaient bien irriguées par le réseau Internet et ils se retrouvent parfois dans leur maison de campagne sans la possibilité de se connecter. Donc, on a ce type de cas de figure également. Et donc, comme le disait Benoît, effectivement, c'est que quand on est confronté à une situation de crise, il faut peut-être pas alors, excusez-moi, j'ai des appels. Il faut justement dimensionner son plan de continuité dit personnel pour faire face à ce type d'événement et ne pas se retrouver soi-même en situation de crise pour assurer la continuité des opérations. Et ça, c'est un point, je pense, assez fondamental. Peut-être juste une question de dynamique. C'est pas des outils, mais c'est plutôt, effectivement, on fait toujours à la sortie de crise un débriefing à chaud, un débriefing à froid. Alors, le débriefing à chaud, ça sera effectivement d'un peu essayer de faire verbaliser l'ensemble des acteurs pour savoir un petit peu comment ils ont vécu cette crise. Il y a une dimension donc un peu psychologique, ce qu'on appelle le diffusing, quand on fait un peu de la psychologie de crise. Donc, il va y avoir cette étape qui va devoir être réalisée quand le virus ne circulera plus de façon active. Il va falloir remettre en contact les gens les uns avec les autres. Donc, il va falloir recréer symboliquement du lien social. Alors, ça peut être soit symboliquement, soit physiquement, avec la limite, effectivement, de ne pas relancer la circulation du virus. Et puis, il y aura une deuxième étape plus tard qui sera ce qu'on appelle un débriefing à froid, où là, effectivement, on va identifier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans toutes les dimensions du jeu, si j'ose dire, donc du point de vue RH, du point de vue organisationnel, du point de vue IT, du point de vue… Voilà. Et donc, une phase post-crise à l'issue, effectivement, de la phase aiguë de la crise, où, effectivement, on va resserrer les rangs, on va refaire cette idée d'union sacrée autour de l'entreprise. Ça, c'est la dimension psychologique et comportementale. Et puis derrière, ensuite, des préconisations d'amélioration en fonction de ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché pendant la crise. Alors, si je peux me permettre d'ajouter une précision, compte tenu de la durée de la crise actuelle, ce serait dommage d'attendre la fin de la crise pour mener un retour d'expérience. Il y a actuellement des organisations qui mènent des retours d'expérience actuellement pour justement améliorer leur dispositif de continuité, de gestion de crise, de maintenir le lien pour la santé et la sécurité de leur personnel. Donc aujourd'hui, on voit apparaître des retours d'expérience dits intermédiaires qui sont en cours dans les organisations. Pour justement, autant que on a les informations et qu'on n'oublie pas, parce que forcément on ne maintient pas nécessairement une traçabilité des événements et de ce qui peut fonctionner ou de ce qui peut moins bien fonctionner, c'est important de faire des retours d'expérience déjà intermédiaires, d'ores et déjà. Ouais, c'est très juste, Fadri, que nous, on le fait déjà, par exemple, sur le sujet de la continuité informatique. On fait déjà du retour, puisqu'on a une quantité de gens qui sont en télétravail et qui utilisent les outils à distance, qui dépassent largement ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On a mis en place une boucle de retour d'expérience dès maintenant pour éventuellement corriger un certain nombre de choses, sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour le moment, la suite de la crise n'est écrite nulle part
et que donc on ne sait pas pendant combien de temps on va être dans cette configuration un peu particulière. Et on peut envisager aussi des retours d'expérience partiels sur des géographies. Typiquement, si vous êtes dans un groupe qui est présent en Chine, la Chine a déjà vécu un déconfinement, un confinement, un déconfinement, dans certains cas un reconfinement pour certaines zones. Vos opérations et le management local a probablement pas mal de choses à partager là-dessus, et du coup, ça peut organiser un retour d'expérience sérieux sur des géographies est aussi une bonne idée pour pouvoir après transversaliser tout ou partie de ce qu'ils peuvent apporter. Donc, on approche de la fin de la session. On va essayer de pas trop déborder. Il y a tout un groupe de questions en fait qui tournent autour justement des phases postérieures, c'est-à-dire du déconfinement. Comment peut-on envisager le déconfinement par palier global? Comment reprendre l'activité? Comment prioriser en fait cette reprise d'activité? Comment envisager aussi un éventuel reconfinement dans un second temps avec une vague 2 ou une vague 3? Je pense qu'on peut passer 1 ou 2 minutes à discuter de ça, si vous en êtes d'accord, Benoît et Gérard, avant après de conclure et de rendre l'antenne pour garder de la matière pour un prochain webinaire. Voilà, peut-être un premier point sur la façon, sur ce qui peut se passer derrière. Avant de parler de stratégie de réponse de la puissance publique dans les différents pays, donc qui répondent pas tous de la même façon, hein, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui entre les pays qui adoptent des stratégies de confinement et puis d'autres pays qui misent sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc avant de rentrer là-dedans, il y a la suite de la crise. On peut se retrouver dans une pandémie one-shot, où finalement, au bout de quelques mois, chaque pays progressivement va retrouver une situation plus normative. Mais on peut aussi se retrouver dans un scénario de répétition, donc avec des répliques, un petit peu comme dans un séisme. Ça avait été le cas il y a un siècle de la grippe espagnole, où il y avait eu 3 vagues, dont la deuxième avait été particulièrement meurtrière, mais il y avait quand même eu une 3e vague au début 1919, où on peut se retrouver dans un phénomène qui finalement rentre dans une forme de récurrence, un peu comme ce qu'on appelle la grippe saisonnière, et qui finalement ne serait neutralisé à un niveau satisfaisant qu'après la mise en œuvre, d'une part la validation, puis la mise en œuvre de vaccins. Donc voilà, ça c'est pour camper un peu le décor de ce qui peut nous attendre. Il n'est pas dit que si on a une réplique, on re-rentre, en tout cas que tous les pays re-rentrent dans une phase de confinement, parce que d'ici là, et vous lisez aussi ce que la France envisage de faire apparemment, on pourra mettre en place des stratégies de confinement plus serrées, donc qui ne concerneraient qu'une partie de la population. Voilà. Donc, il faut en tout cas, c'est un petit peu dans les messages opérationnels, il faut essayer de garder en permanence une vision globale de la crise, de la façon dont l'autorité publique aussi la gère, dans les géographies qui nous concernent et qui ne sont pas forcément limitées à la France, pour essayer de s'adapter de s'adapter au mieux. C'est pour ça que je disais avoir un plan complet, exhaustif jusqu'à la sortie de la crise, ça serait illusoire, et ce plan serait probablement assez rapidement mis en défaut par les faits. Voilà. Alors c'est un commentaire qui est peut-être un petit peu général, mais je pense que c'est important de se dire que l'avenir n'est pas écrit encore. Oui, effectivement, on ne sait pas comment tout cela va évoluer. Peut-être juste garder un œil sur la dimension sanitaire, épidémiologique, c'est-à-dire comment le virus va se comporter. Ensuite, garder un œil sur toutes les stratégies de santé publique, donc toute la dimension politique. Et puis un troisième sur les avancées médicales, au traitement et au vaccin possible vis-à-vis de ce virus. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'avancer sur des quelconques hypothèses. Beaucoup le font, mais je crois que c'est contre-productif et dangereux. Soit effectivement, les gens deviennent optimistes, soit totalement pessimistes. En vérité, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement,
il y a quelques paramètres qui sont le premier plutôt sanitaire, le deuxième plutôt politique et le troisième qui est plutôt médical en réponse à la menace, le troisième, et que c'est une combinatoire de ces trois éléments duquel va émerger le scénario de décontamination, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Jean-François Desfrécy, qui est le président du Conseil scientifique, a indiqué hier que la sortie de crise dépendait effectivement de trois critères. Comme l'a dit Benoît, effectivement, le premier critère, il est sanitaire. Le deuxième, il est sociétal, à savoir si l'acceptabilité du confinement par la population, jusqu'à quand elle va durer. Et le troisième critère que la France tient en compte également, donc je parle pour le territoire national, c'est le critère économique. En gros, jusqu'à combien de temps on va pouvoir tenir dans ce niveau de confinement, puisque chaque mois qui passe, ça coûte 3 points de PIB au pays. Donc, ce critère-là est également tenu en compte. Bien sûr, et à la maille de l'entreprise, je vois un commentaire qui a été posté pour tout le monde, mais dans le cadre de l'entreprise, un élément important dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement le suivi des collaborateurs qui sont à distance, donc on n'a plus avec lesquels on n'est plus en contact autre que par des systèmes informatiques, où il peut effectivement y avoir des effets négatifs induits par le confinement. Donc je lis burn-out, potentiellement, en tout cas une motivation différente, un goût différent au travail, parce que les conditions de télétravail sont éventuellement particulièrement adverses pour un certain nombre de collaborateurs. Et donc la gestion du déconfinement, effectivement, doit aussi mobiliser avant tout la dimension humaine, et c'est une dimension que l'autorité publique doit également prendre en compte. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, quelle que soit la circonstance sanitaire, garder des populations confinées pendant de longs mois sans trouver un moyen d'évacuer une partie de la pression. Donc, la session touche à sa fin. Comme on l'indiquait en début de séance, il y aura un autre webinaire la semaine prochaine dédié aux problématiques IT, cyber, et probablement d'autres webinaires dans les semaines qui suivent sur des thématiques que nous souhaiterons, que l'AMRAE souhaitera décrire de manière un peu plus détaillée, et également en fonction de vos retours. Le document, la matrice et les slides seront partagés avec les participants, de même probablement que la liste également des participants. La matrice va être également traduite en anglais et devrait être disponible sous peu en ligne sur le site AMRAE dans l'espace cellule de crise Covid-19 en ligne. Donc, il est temps de remercier nos différents intervenants. Peut-être juste en complément, François, dire que le livre Plan de continuité d'activité exact. de l'AMRAE est en libre accès aussi sur le site, et que l'AMRAE fait des formations sur ces problématiques de continuité d'activité et de gestion de crise. Ouais, tout à fait. Merci, Benoît. Donc, ce livre est également accessible dans la partie cellule de crise Covid-19 du site AMRAE. N'hésitez pas à le télécharger et à le diffuser largement. Il est accessible pour tous, pas besoin d'être membre pour vous connecter à cet espace cellule de crise. Donc, merci Benoît, merci Gérard, merci Vazrik, et puis j'espère que ces échanges ont été instructifs et vous ont permis d'avancer ou auront contribué à votre réflexion sur ce sujet-là, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains webinaires AMRAE sur d'autres aspects de la problématique.